Je m'appelle Graham Weller et, pendant 12 ans, j'ai vécu dans l'ombre de l'autorité silencieuse de Nora. Sa présence emplissait chaque pièce de notre maison comme un doux écho plein d'attente. Son absence, cependant, transformait l'air en une atmosphère aiguë et creuse. Après que les médecins m'ont annoncé sa disparition, une rupture d'anévrisme, soudaine et cruelle, j'ai traversé sa vie comme un fantôme sans but. Je lui ai promis, lorsqu'elle reposerait si immobile dans ce lit d'hôpital, de ne plus toucher à son placard. Et dans cette promesse, je me suis accroché à mon dernier lien d'amour. Pourtant, le chagrin est un compagnon malhonnête. Il ne respecte pas les promesses que l'on fait dans la douleur. Il ne respecte pas non plus la loyauté. Il exige simplement des réponses. Des semaines passées à éviter la porte entr'ouverte ont cédé la place à la nécessité de vendre la maison, et cette nécessité a meurtri mon vœu jusqu'à ce qu'il s'évanouisse complètement. La clé que je tenais dans ma main tremblante me semblait plus lourde que tous les poids que j'avais portés auparavant. La porte du placard résista d'abord, comme si Nora avait orchestré une ultime épreuve d'outre-tombe, mais je poussai jusqu'à ce que les gonds murmurent « Rendez-vous ». À l'intérieur, des rangées de ces robes pendaient telles des sentinelles silencieuses, leur tissu capturant la faible lumière de l'après-midi et projetant des ombres qui dansaient et reculaient sur le parquet. J'inspirai, m'attendant à son péché familier de santal et de lavande, mais trouvai à la place quelque chose de métallique, d'aigu, comme du sang sur de l'acier froid. Mon cœur bondit et je clignai des yeux une fois, 2 fois, craignant que mon esprit ne se défasse, mais l'odeur persista. La compulsion prit le dessus sur l'appréhension. J'écartai les chemisiers en soie et les manteaux en laine jusqu'à trouver le bord de quelque chose d'anormal, un faux panneau parfaitement taillé dans le chêne intérieur. Mon instinct me soufflait de reculer, de me retirer, et d'honorer la promesse qui m'avait sauvé le peu de dignité qui me restait. Mais j'étais arrivé jusque-là. Mes doigts suivirent la couture, appuyant doucement jusqu'à ce que le panneau s'enclenche. Il pivota vers l'intérieur sur des gonds cachés, révélant un petit recoin rempli d'objets que Nora n'avait jamais partagés avec moi. Une pile de photos noires et blancs gisait au sommet, liées par une ficelle qui s'entrecroisait comme les barreaux d'une cage. J'ai eu le souffle coupé en la voyant rire, bras dessus bras dessous avec un autre homme. Ses yeux brillaient d'une joie qui n'avait rien à voir avec moi. En dessous, un dossier débordait de photos de moi prises dans le parc près de chez nous, dans un café du centre-ville, et même devant ma librairie préférée. Des images de moi souriant, lisant, flânant dans la vie comme si chaque pas m'appartenait, me fixaient avec un calme accusateur. Était-ce de l'amour, de l'obsession, de la protection? Les questions s'accumulaient dans mon crâne jusqu'à ce que je titubasse et m'appuie contre le mur du placard, les photos tremblant dans ma main. Puis je suis tombé sur son écriture, une enveloppe adressée simplement, s'il ouvre ceci, mon pouce est accéléré tandis que je m'effondrais au sol parmi les affaires de Nora, l'enveloppe froissant sous mes doigts. Je l'ai glissée avec un éclat de résolution brisée et j'ai déplié une lettre comme une prière fragile. Graham, commençait-elle de son écriture soignée et mesurée, si tu lis ceci, alors soit je suis parti, soit tu as trahi ta promesse. Peut-être les deux. Ma gorge se serra. Elle parla de Julian Marks, le fiancé dont elle croyait qu'il avait simulé sa propre mort, et d'une dette qu'elle refusait de laisser impayée. Elle raconta des secrets enfouis sous notre vie commune, des secrets que j'avais côtoyés sans jamais avoir pénétré. Elle écrivit sur une décennie passée à traquer un fantôme et sur la peur que ce fantôme me trouve aussi. Ses mots étaient calmes, mais je les sentis trembler comme si la maison elle-même tremblait. Les heures s'écoulèrent tandis que je lisais et relisais sa confession. Elle avait caché bien plus que des photos. Parmi les papiers se trouvaient des boîtes verrouillées qui tintaient, promettant de nouvelles révélations, et un sac ignifuge chargé de documents estampillés, urgents. Mon chagrin se fractura en quelque chose d'inconnu, une détermination furieuse à découvrir la vérité derrière le silence de Nora. Assise là, dans le ventre sombre du placard, fixant la porte que je ne pouvais fermer, je réalisais que j'avais ouvert plus qu'un panneau. J'avais ouvert le prochain chapitre de ma vie. Il n'y avait pas de retour en arrière, seulement l'avancée dans le labyrinthe qu'elle avait construit. Et avec cette prise de conscience vint un froid unique. Une certitude. Les secrets de Nora ne resteraient pas cachés éternellement. La première fois que j'ai remarqué l'odeur, elle était subtile. Un délicat mélange de jasmin poudré, mêlé à une odeur froide et métallique qui m'a donné un pincement au fond de la gorge. J'étais retourné au placard pour récupérer une boîte de vieux albums photos, déterminé à trouver quelque chose à sauver avant l'arrivée de l'agent immobilier le lendemain. Ma main effleura un ourlet de soie et la douce odeur du parfum de Nora m'enveloppa, douce et familière. Puis, presque imperceptiblement, une autre odeur monta,
un courant sous-jacent de sang ou de rouille, je ne savais plus lequel. Mon cœur s'arrêta. J'appuyai ma paume contre le bois sombre du panneau que j'avais déjà forcé et me penchai plus près, fixant l'étroite couture. Le faux panneau s'ouvrit avec le même murmure hésitant que précédemment, et je pénétrai dans le petit renfoncement qui allait refroidir sous mes doigts. La lumière de l'ampoule du plafond projetait des ombres crues sur les étagères. Sur l'étagère du haut, des photographies étalées en désordre. Nora dans une robe cramoisie lors d'un gala, son rire suspendu dans une pellicule noir et blanc. Une autre la montrait debout près d'un lit d'hôpital, les traits tirés par l'inquiétude, tenant un sac à main en cuir usé. En dessous, de petites boîtes noires à combinaisons étaient posées comme des coffres-forts miniatures, dont le contenu était tenu secret. Un sac en toile estampillé, Protect, était bombé aux coutures, et au-delà, une pochette ignifuge à reliure métallique dépassait, fermée par un lourd fermoir. L'odeur métallique m'enveloppa de nouveau, plus forte maintenant, et je me demandais si je devais reculer. Au lieu de cela, je tendis la main vers la pochette. Sa surface était froide et résistante, comme si elle n'avait jamais connu la chaleur. Je défis le fermoir et la dézippai d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des piles de papier pliés, des relevés bancaires, des documents juridiques, des lettres scellées dans des enveloppes translucides. Je passai mon pouce sur la lettre du haut et lus l'élégante écriture de Nora, pour lui, si elle ne peut pas parler. Mon estomac se noua. Je repoussai la pochette et me tournai vers les autres étagères. Une petite la boîte à bijoux cabossée semblait déplacée. Elle ne portait aucune étiquette, mais s'ouvrit pour révéler une lourde clé et une clé USB gravée à ses initiales. J'empochai la clé et la clé, sentant leur poids peser sur ma cuisse comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. À côté de la boîte à bijoux se trouvait une pile de photos impeccables dans une pochette plastique soignée. Je les sortis, le souffle coupé en reconnaissant les lieux. Une terrasse de café que j'aimais. Le parc où je me promenais le dimanche matin. Le banc où Nora et moi avons échangé notre premier baiser. Mais ce n'étaient pas les moments tendres dont je me souvenais. C'étaient des images de surveillance prises sous des angles étranges, comme si quelqu'un surveillait ma vie. J'avalais difficilement, mon pouls battant à tout rompre. Même morte, elle me regardait. Je reposai les photos sur l'étagère et attrapai les lettres. La première était adressée à « Si l'ose ouvrir ceci », je la libérai et dépliai le papier, mes sens s'aiguisant si fort que chaque grincement de la porte du placard semblait amplifié. La lettre était longue et écrite sur un ton plus clinique que affectueuse, comme si Nora briefait un agent, plutôt que de murmurer à son mari. Elle parla de Julian Marks, l'homme que nous avions autrefois chuchoté dans l'obscurité, et de la traque qui avait consumé sa vie avant moi. Elle décrivit sa trahison, sa tromperie et sa promesse de le retrouver. Je me souvenais qu'elle avait mentionné un fiancé avant moi, une ombre de son passé que je n'avais jamais sondée. Pourtant, elle expliquait maintenant comment il avait simulé sa mort et s'était enfui sous une nouvelle identité. Elle parla d'une dette qu'elle comptait recouvrer sur sa vie et des dangers qu'elle affrontait chaque jour. Ma poitrine se serra. Je fermai les yeux, imaginant sa voix livrant cette lettre. Derrière la tendresse que j'avais toujours connue se cachait un réservoir de calculs froids et d'affaires inachevées. Je réalisais que j'avais partagé un mariage avec une femme dont l'amour avait des limites que je n'avais jamais pleinement comprises. Ma gorge s'assécha tandis que je pliais la lettre et la remettais dans son enveloppe. Une autre enveloppe attira mon attention, marquée simplement « Lire en second ». En dessous, une petite pochette cliqueta doucement. Je la vidai. J'ai mis le contenu dans ma paume, un pendentif en forme de boussole, un portrait en noir et blanc de Nora souriant à quelqu'un dont je ne pouvais voir le visage, et une carte pliée de Charleston avec certaines rues entourées d'encre rouge. J'ai examiné le pendentif, son aiguille oscillant légèrement à mon contact. Puis la carte avec ses inscriptions inquiétantes. Le campus universitaire où Nora enseignait. L'hôpital où elle était bénévole. Le bâtiment recouvert de lierre du centre-ville où elle avait rencontré quelqu'un qu'elle appelait Monsieur. J'ai reconstitué une histoire qui m'a fait bouillir le sang. Le combat de Nora contre Julian Marks a dû en attirer d'autres. Rachel Marl, Delilah la thérapeute, Clive, l'ami à qui je me confiais si souvent. Chaque rencontre que j'avais prise pour une coïncidence prenait désormais une tournure sinistre. C'était comme si la vie que je croyais connaître avait été un décor de théâtre. Et ce n'est qu'à présent que le rideau se levait. Tremblante, j'ai tout remis sur les étagères, passant mes doigts sur le dos des boîtes, la pochette, le panneau lui-même. J'ai réalisé que je n'étais pas en sécurité ici. Ni dans cette maison, ni dans le monde que Nora avait façonné. La porte du placard se dressait devant moi,
une barrière que je ne pourrais jamais effacer. Je fermai le panneau et appuyai ma paume contre elle. Respirant fort, goûtant l'amertume métallique de la peur sur ma langue. Je sortis dans la chambre, serrant les lettres et la clé USB comme une bouée de sauvetage. La lumière du soleil filtrait à travers les volets, dorant la poussière en suspension dans l'air. Un instant, je fixai la porte du placard, déchirée entre la promesse que j'avais faite et la vérité que je serrais maintenant entre mes mains. Le chagrin avait ouvert cette porte, mais c'est la curiosité et l'invitation de Nora qui allaient me pousser à la franchir. Je me détournai, l'enveloppe serrée contre ma poitrine, et me dirigeai vers le bureau où attendait mon ordinateur portable. Je lirais chaque lettre, regarderais chaque clip sur la clé USB et suivrais chaque indice qu'elle avait laissé derrière elle. Nora avait construit un labyrinthe de secrets. Et j'étais déterminé à terminer le voyage qu'elle avait commencé, même si cela impliquait d'affronter des démons dont j'ignorais l'existence, même si cela impliquait de perdre ce qui restait de mon cœur. Parce que certaines promesses s'étaient faites pour être brisées, et certains placards sont faits pour être ouverts. La lettre que je tenais à la main me semblait incroyablement lourde, assise au bord de notre lit défait. Les lumières de fin d'après-midi filetaient à travers les rideaux et dessinaient de fines rayures sur les draps froissés. Mon pouls battait fort à mes tempes, chaque battement me rappelant que Nora avait orchestré chaque instant de ma vie d'une manière que je commençais à peine à comprendre. J'ai allumé mon ordinateur portable et inséré la clé USB, le ventilateur de l'ordinateur ronronnant doucement tandis que je naviguais vers l'unique fichier vidéo qu'il contenait. Le nom du fichier était simple et glaçant. La vérité. L'écran a clignoté avant de se résoudre en une image granuleuse de Nora, prise à la main, dans une petite pièce au mobilier minimaliste. Elle était assise devant une table, les cheveux détachés sur les épaules et le visage figé dans une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Résolue, presque provocante. Elle s'est adressée directement à la caméra comme si elle s'adressait à moi d'outre-tombe. « Graham », a-t-elle commencé d'une voix ferme. « Si tu regardes ça, alors je suis morte ou, tu as choisi la trahison. Quoi qu'il en soit, tu mérites de savoir exactement qui j'étais avant notre rencontre. » J'ai dégluti difficilement, la tension me soulevant la poitrine. Son image a vacillé tandis qu'elle se penchait, le micro captant le léger bruissement de son chemisier. Elle a commencé par le début, racontant ses fiançailles avec Julian Marks, comment son sourire charmeur l'avait fasciné pendant sa première année de master. Comment leur romance éclair avait culminé en des fiançailles qu'elle croyait durer toute une vie. Mais le ton de Nora s'est assombri en décrivant la nuit où tout a basculé. Un gala officiel dans un musée du centre-ville, de la porcelaine fine et des lustres scintillants. Le bras de Julian autour de sa taille tandis qu'elle saluait professeur et ami. Elle s'est arrêtée, les yeux brillants dans la faible lumière de l'enregistrement, et a raconté comment Julian s'était échappé d'elle sous prétexte de lui chercher une coupe de champagne. Lorsqu'elle l'a cherché, il avait disparu, et à sa place se trouvait un mot la blâmant pour tous les maux de sa vie. Un mot plus profond que n'importe quelle trahison. La voix de Nora s'est durcie en expliquant comment. Julian avait simulé sa propre mort, la laissant seule face aux conséquences. Elle parlait de l'enquête policière qui n'avait mené à rien, de la trahison qui lui avait donné l'impression de vivre un tremblement de terre, du sol qui s'était dérobé sous ses pieds et l'avait plongé dans un gouffre d'incertitude. Je serrai le bord du couvre-lit, sentant le tissu s'enfoncer dans ma paume tandis qu'elle décrivait sa promesse de le retrouver, coûte que coûte. La vidéo s'est interrompue sur une série d'images floues, une chambre de motel faiblement éclairée dans la campagne géorgienne, un numéro de plaque d'immatriculation défilant à la hâte, une coupure de journal épinglée sur un tableau d'affichage, relié par un fil rouge à d'autres articles. Le récit de Nora se poursuivait d'une voix froide et implacable. Je devenais le chasseur. Je le traquais à travers les frontières des États, à travers de fausses pistes et des impasses. Chaque fois que je pensais être proche, il s'éclipsait, se réinventant, s'achetant de nouvelles identités. Mais j'étais certaine qu'il avait sa place dans la boue, confronté à la justice pour ce qu'il avait fait, non seulement à moi, mais à chacune de nos promesses. Mon souffle s'est arrêté lorsque la vidéo a de nouveau changé, révélant l'image de Nora debout devant une modeste maison de banlieue, la lumière de l'aube zébrant le ciel derrière elle. « Voici, dit-elle doucement, la maison où je l'ai trouvée. » Ses yeux se sont plissés et elle a expiré lentement. La caméra s'est inclinée pour montrer le visage d'un homme. Le visage de Julian, plus âgé, plus gris aux tempes, mais reconnaissable. Il s'est retourné et a cligné des yeux vers l'objectif, son expression exprimant le choc et la reconnaissance. À cet instant, j'ai vu le poids de toutes ces batailles invisibles que Nora avait menées. Comment elle l'avait acculé dans son propre sanctuaire et exigé des comptes.
Elle a raconté leur confrontation, Julian implorant sa clémence, Nora refusant toute compassion pour l'homme qui avait bouleversé son monde. Elle a parlé de ses menaces, de la façon dont il l'avait averti que le dénoncé se retournerait contre elle, révélant des secrets qu'elle avait enfouis. Mais Nora, elle n'était jamais du genre à reculer. Elle avait enregistré chaque échange, accumulé des preuves de fraude et de tromperie, et préparé des dossiers juridiques pour le faire tomber. Puis, brusquement, elle interrompit son récit et fixa la caméra. « Je n'ai pas pu le terminer, » admit-elle. « Je ne pouvais pas envoyer les dossiers aux autorités. J'ai compris que l'homme qui m'avait blessé n'était pas seulement Julian. Il était cette part de moi qui croyait aux contes de fées, qui avait une confiance aveugle. C'est lui qui m'a mené à ce mariage, à un amour que je n'étais pas sûr de mériter. » Ma gorge se serra, et je réalisai avec sursaut que la croisade de Nora n'était pas seulement une question de vengeance. C'était un voyage à la découverte de soi, un exorcisme de sa propre naïveté. Elle avait découvert une obscurité en elle-même dont elle craignait qu'elle ne me consume aussi. Elle avait choisi de me protéger du pire de son passé, l'enfouissant dans ce placard pour que je puisse vivre dans la lumière. Et pourtant, j'étais là, noyé dans les ténèbres mêmes dont elle cherchait à me protéger. La vidéo s'achevait sur les derniers mots de Nora. « Si tu es assez courageux pour regarder ça, alors tu es assez courageux pour connaître la suite. Mais sois prudent, Graham. Certaines vérités exigent plus que ce que nous sommes prêts à payer. » L'écran devint noir et je restai immobile. L'écho de sa voix résonnait dans la pièce vide. Le bourdonnement du ventilateur de l'ordinateur me parut soudain fort, grinçant contre le silence qu'elle avait laissé derrière elle. Je fermai l'ordinateur et me relevai. Le poids de ces révélations pesait lourdement sur mes entrailles. Tout ce que je croyais du passé de Nora, de notre amour et de sa loyauté indéfectible avait basculé en un instant, sans ciller. Je réalisais que les mensonges qu'elle avait gardés n'étaient pas nés de malveillance, mais du désespoir de préserver le fragile sanctuaire de notre vie commune. Et maintenant, ce sanctuaire était en ruine, éparpillé parmi des lettres, des photos et une unique clé USB. Le monde à l'extérieur de la fenêtre s'était assombri, et les premières étoiles brillaient sur le bleu qui s'approfondissait. Je me dirigeai vers le placard, mes pas résonnant dans le silence de la maison, et passai mes doigts sur le panneau que Nora avait construit. Je comprenais maintenant que ce panneau n'était pas seulement une barrière. C'était un seuil, un choix entre l'ignorance et la brutale clarté de la vérité. J'inspirai profondément et me préparai à ce qui m'attendait au-delà. Il y avait d'autres lettres à lire, d'autres secrets à découvrir, et peut-être la clé ultime pour comprendre la femme que j'aimais et que j'ai perdue. Mais d'abord, je devais me calmer pour reprendre ma détermination à suivre le chemin qu'elle avait tracé avant moi. Car le premier mensonge de Nora concernait Julian. Mais le second, celui qu'elle s'était raconté, était bien plus dangereux. Et j'avais l'intention de les découvrir tous les deux, quel qu'en soit le prix. La voix de Clive à l'autre bout du fil était aussi ferme que d'habitude, mais j'entendais le malaise qui se cachait derrière. Je l'ai appelé tard hier soir, lisant son nom sur l'afficheur comme une encre. Il a répondu sans poser de questions, et je lui ai simplement dit, « J'ai besoin de toi. » Sa seule réponse fut, « J'arrive », et j'ai fait confiance à ce que je ne pouvais plus faire à personne ni à rien d'autre. Je le retrouvai à notre ancien repère, le Rusty encore, un pub au bord de l'eau où nous avions fêté offre d'emploi et anniversaire, où les murs lambrissés avaient absorbé les rires des jours meilleurs. Clive était assis à notre table habituelle, sirotant une bière brune, comme si le liquide ambré pouvait atténuer ce que je découvrais. Les plafonniers projetaient une douce lueur, mais malgré cette chaleur, son regard était froid. Sceptique, je me glissai dans la banquette en face de lui, serrant ma sacoche d'ordinateur et le fourreau de SMS imprimé que j'avais extrait du téléphone caché de Nora. « Je les ai trouvés », dis-je en posant les papiers devant lui. Il fronça les sourcils en parcourant la première ligne. Rachel M911. Il le valait. Et croisa mon regard. Elle l'appelait M dans les notes. Je lui expliquai que je pensais que c'était quelqu'un de nouveau, un complice, mais je vis ensuite le nom de famille, et il serra les dents. Rachel Marnal, dit-il lentement, comme s'il goûtait ce nom pour la première fois. Ton amour de jeunesse, acquiesçai-je. Ma gorge se serra au souvenir de Rachel. Ses yeux brillants, son sourire rapide, la façon dont elle caressait le bord de sa tasse de café en me demandant quels étaient mes projets après l'obtention de mon diplôme. Nous étions proches jusqu'au jour où elle disparut. Aucun mot, me laissant à la dérive dans un océan de questions sans réponse. Je m'en étais voulu pendant des années. Je me demandais ce que j'avais fait de mal. Et maintenant, elle était là,
dans les messages privés de Nora, avec son amertume et ses menaces voilées, enveloppées de phrases polies. Cleverly croisa les mains sur les papiers. Limant un peu, dit-il. Je me raclai la gorge et commençai. Tu pensais que je ne te trouverais pas, mais tu as sous-estimé ce que les gens feraient pour ceux qu'ils aiment. Alors je sais où tu es, Rachel. Je sais ce que tu es devenue. J'ai avalé. Ces mots datent d'1 an avant la mort de Nora. Elle avait envoyé des textos à Rachel, lui demandant en langage codé de la rencontrer, de s'expliquer. Le regard de Clive s'assombrit. Ce n'est pas du deuil, dit-il en se penchant en arrière. C'est tout autre chose. Tu n'es pas seulement en deuil, Graham. Tu es au cœur de quelque chose que Nora a construit. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, pour dire que je ne faisais que suivre des indices, mais la vérité s'est logée dans mes côtes et m'a empêché de parler. Le souvenir d'un après-midi dans le bureau de Nora m'est revenu. Une allusion fortuite, presque une blague, alors que nous préparions notre anniversaire. Tu sais, Graham, on laisse tous des fantômes derrière nous. J'avais ri et changé de sujet. Je réalisais alors qu'elle parlait de 2 fantômes. Julian est celui auquel je croyais avoir échappé. J'ai montré à Clive la série de messages suivante. Rendez-vous à 15h sur King Street. Viens seul. Pas de lieu, pas de raison, juste ça. Clive s'est frotté le menton. Je voulais la confronter, dit-il doucement. Quoi qu'elle ait cru que Rachel ait fait. Ça devait être pire que tout ce que Julian avait fait. Ces mots me blessaient, car je m'étais convaincu que les secrets de Nora étaient liés à la trahison et à la vengeance. Je n'avais pas envisagé la possibilité de quelque chose de plus sombre. De la manipulation, voire de la cruauté. Tard ce soir-là, après que Clive et moi ayons épluché tous les messages et toutes les photos que j'ai pu extraire, j'ai contacté Delilah Rios, l'ancienne thérapeute de Nora. J'avais l'impression de la trahir, d'inviter une nouvelle inconnue à pénétrer dans les blessures que j'avais à peine commencé à examiner. Mais la nécessité m'a poussé. Delilah a répondu à la 3e sonnerie, d'une voix posée, professionnelle. Je lui ai dit que j'avais des questions urgentes sur la dernière année de Nora, sur son état mental, sur les raisons pour lesquelles elle avait pu me craindre. Sa réponse a été une légère hésitation, un soupir que j'ai pu entendre à travers la ligne. Graham, a-t-elle dit, je ne m'attendais pas à ce que tu appelles. Je me suis préparé. Elle a été ma patiente pendant 3 ans, a poursuivi Delilah. Elle m'a tout confié, ses peurs, ses angoisses, ses cauchemars. Mais quand elle a parlé de te laisser en dehors de tout ça, j'ai insisté pour qu'elle partage le fardeau. Elle a refusé. Mon cœur battait la chamade. Elle a dit craindre pour ma vie. Delilah m'a expliqué qu'elle était impliquée dans quelque chose de dangereux et que si quelque chose arrivait, si elle mourait, ce que je découvrirais pourrait me détruire. J'ai dû déglutir à 2 reprises pour calmer ma voix. Elle a parlé de garder une part d'elle-même cachée pour que je puisse vivre sans fardeau. Delilah a marqué une pause, mais elle m'a demandé de te surveiller, de te prévenir si je pensais que tu étais en danger. L'as-tu fait? Ai-je demandé, mon pouce accélérant. M'as-tu prévenu? Elle a soupiré de nouveau. J'ai essayé, a-t-elle dit. Mais tu ne m'as jamais contacté. Tu n'as jamais évoqué ses peurs. Tu m'as dit que tu avais promis de ne pas révéler ses secrets. Le poids de mon silence pesait comme une pierre tombale. J'ai choisi l'ignorance plutôt que l'intervention, la loyauté plutôt que la survie. Ce soir-là, je suis rentré seul chez moi, les messages et les mots de Delilah résonnant dans mon esprit. La lumière de la lampe sur le trottoir semblait crue, les ombres plus profondes que dans mes souvenirs. J'ai compris que chaque pas que j'avais fait depuis la mort de Nora était une réponse à son dessein. Ce labyrinthe qu'elle avait construit était censé me guider vers une destination que je n'avais pas encore vue. Je me sentais à la fois violée et étrangement reconnaissante. Elle m'avait donné les clés de son monde caché, confiante que je pourrais le parcourir sans me détruire. De retour à la maison, je montai l'escalier jusqu'à notre chambre et fixai la porte du placard. Le simple panneau blanc brillait doucement sous la lumière du couloir. J'appuyai ma paume contre le bois, sentant sa chaleur, sa finalité. J'avais appris que Nora avait remonté le temps, attiré Rachel Marle, et nous avait tous empêtrés dans une toile complexe. Et maintenant, je devais décider. Suivrais-je ses ordres, obéirais-je à ses avertissements énigmatiques et affronterais-je les ténèbres qu'elle traquait, ou abandonnerais-je ma quête et vivrais-je sereinement dans l'ignorance? Alors que les fantômes se rapprochaient, je laissai échapper un long soupir tremblant et me détournai de la porte.
Il y avait d'autres pièces à rassembler. Le téléphone caché sous le panneau, les lettres qui attendaient encore d'être lues, et les prochaines étapes que Nora m'avait tracées. Je lui devais bien cela et me devais la vérité, aussi dangereuse et douloureuse fut-elle. La nuit s'étendait devant moi, lourde de questions sans réponse. Mais, pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti, comme une lueur d'espoir. J'irai jusqu'au bout. Pour Nora, pour Rachel, et pour l'homme que j'avais été, celui qui croyait que les secrets pouvaient nous protéger. Lorsque j'ai découvert la petite boîte en velours, j'ai eu l'impression d'avoir traversé une tempête de révélations qui m'a laissé en proie à de nombreuses questions. Le simple fait de la trouver semblait orchestré, caché derrière des déclarations d'impôts et des téléphones jetables dans cette pochette ignifuge, comme si Nora avait su précisément quand j'allais faiblir, et m'avait offert cette ultime bouée de sauvetage. La boîte reposait seule sur une étagère, son velours bleu profond étrangement chaud sous ma paume, comme s'il absorbait la lumière environnante. Je l'ai bercé doucement et l'ai emporté sur le sol de la chambre où des piles de photos et de documents formaient un halo chaotique. Mes doigts tremblaient en soulevant le couvercle. À l'intérieur, 3 objets reposaient sur un lit de velours noir, tels les reliques d'un culte privé. Une clé USB gravée de mes initiales, GW. Une petite clé en laiton et une lettre soigneusement pliée dans un épais papier crème, scellée d'une touche de cire cramoisie, portant les armoiries de Nora. La même que j'avais autrefois admirée sur son papier à lettres, sans savoir à quel point elle chérissait ses symboles de lignée et de secret. Je pris d'abord la lettre, la retournai pour en examiner le poids, puis briser le sceau. Son écriture était la même que dans mes souvenirs, les boucles et les inclinaisons, aussi précises qu'une incision chirurgicale. Si vous n'avez pas encore couru, comment sait-il, vous méritez de connaître la vérité. Mon cœur battait la chamade face à la sévérité de l'accueil. Je m'installai contre la tête de lit et dépliai le papier, une main agrippant la boîte pour me stabiliser. Elle m'expliqua que la clé USB contenait des images de ses derniers instants d'enquête, des enregistrements réalisés par des caméras cachées, des appels téléphoniques qu'elle avait obtenus, des conversations qu'elle avait enfermées dans sa main, comme si elle était des mythes inflammables. Elle m'a averti que les images étaient dangereuses, que ceux qui avaient orchestré son supplice ne reculeraient devant rien pour reprendre le contrôle. Ces mots me firent l'effet d'une brûlure au cœur. Claire, calme, mais chargée d'une pointe de venin. Sous son explication, elle écrivit que la clé en laiton ouvrait un garde-meuble qu'elle avait loué sous un pseudonyme, où elle avait déposé des preuves trop volatiles pour rester chez elle. Elle conclut la lettre par un dernier avertissement, utilise ceci avec sagesse. Ne fais confiance à personne d'autre qu'à toi-même, et considère ceci comme ton dernier cadeau de ma part. J'ai pressé le papier contre ma poitrine, sentant son poids m'envahir. Comme si la voix de Nora prononçait encore ces mots à voix haute, je l'ai plié soigneusement et glissé dans la poche de ma chemise. Puis j'ai pris la clé USB. Le métal était froid contre ma paume, plus lourd que prévu, et je l'ai inséré dans mon ordinateur portable avec une révérence presque irrévérencieuse. La structure des fichiers qui s'affichaient était minimale. 3 dossiers intitulés audio, vidéo et documents. J'ai hésité, sentant que cliquer sur l'un d'eux risquait de libérer des forces que je n'avais pas. Je n'étais pas encore prêt à affronter ce défi. Au lieu de cela, j'ai mis le lecteur de côté et examiné la clé en laiton. Sa forme était inhabituelle, ornée et démodée, avec des stries qui formaient un motif plutôt que des entailles aléatoires. On aurait dit un objet sorti d'un coffre victorien. Je me suis demandé quel secret ce garde-meuble renfermait pour qu'une clé aussi mystérieuse soit nécessaire. Glissant la clé dans la poche de mon manteau, je me suis levé et j'ai arpenté la pièce. Les piles de preuves que j'avais déjà découvertes, photos de Rachel, images de surveillance de moi, première lettre de Nora me semblaient incomplètes sans ce dernier élément. Le garde-meuble se trouvait non loin de notre ancien quartier, dans un quartier d'entrepôt où je m'étais rendu une fois pour livrer des meubles à un ami. C'était le genre d'endroit où les lumières restaient éteintes la nuit, où les caméras de sécurité étaient soit hors service, soit inexistantes, et où la police effectuait des patrouilles peu fréquentes, parfait pour cacher des choses qu'on ne veut pas voir découvertes. La nuit était tombée dehors, les lampadaires brillaient comme des étoiles lointaines. J'hésitais entre partir immédiatement ou attendre l'aube, mais la lettre de Nora persistait dans mon esprit. À bon escient. Attendre, c'était donner du temps à ce qui la poussait à se rapprocher de moi. J'ai attrapé mon manteau, glissé la boîte de velours sous mon bras et quitté la maison en verrouillant la porte derrière moi. L'air frais m'a frappé comme un coup de poing, mais je l'ai accueilli avec plaisir. Il m'a rappelé que j'étais en vie et que j'avais le choix. Le quartier des entrepôts était étrangement silencieux,
à l'exception du bourdonnement d'un générateur lointain et du grincement occasionnel d'une porte métallique qui se refermait. Je me suis garé à un pâté de maison et je me suis approché à pied, serrant la boîte de velours comme un bouclier. L'entrepôt était composé de rangées de portes identiques, chacune peinte en gris délavé, surmontée de numéros au pochoir. J'ai scruté les unités jusqu'à trouver celle décrite dans la lettre de Nora, l'unité 213. Les numéros étaient légèrement usés, mais encore lisibles. Mon cœur battait la chamade en insérant la clé en laiton. La serrure a cliqué et je l'ai tournée avec satisfaction. La porte s'est ouverte sur des rails rouillés, révélant un petit espace sans fenêtre, rempli jusqu'au plafond de boîtes de classement, de sacs de sport et de documents non marqués. Des caisses. Une seule ampoule pendait du plafond bas. Sa lumière vacillante révélait des années de poussière et de négligence. Je suis entré et j'ai refermé la porte derrière moi, sentant la serrure s'enclencher dans un dernier claquement. L'air sentait le moisi et le vieux papier. Mes chaussures crissaient sur une enveloppe qui s'était glissée entre les planches. Je l'ai ramassée, une simple feuille de papier avec une adresse griffonnée. Le dernier lieu connu de Julian, une maison de banlieue à Washington. Ma gorge s'est asséchée. Nora avait laissé des traces de son enquête, menant inévitablement à l'homme qui avait détruit sa vie. J'ai posé la boîte de velours sur une pile de cartons ordinaires et me suis agenouillé pour examiner leurs étiquettes. Rangée après rangée, des dossiers d'enquête, chacun étiqueté avec une date et une brève description. Juillet 2016, vérification d'antécédents. Mars 2018, virement bancaire. Octobre 2023, images de surveillance. J'ai réalisé qu'elle avait constitué un dossier si complet qu'aucun juge ni jury ne pouvait l'ignorer. J'ai fouillé dans un carton et trouvé un dossier marqué Léo Granger. À l'intérieur, des rapports détaillés, des photos, des relevés bancaires documentant les virements mensuels que Nora avait effectués au jeune homme qu'elle avait mis au monde des années auparavant. Ma poitrine se serra à l'idée de l'enfant que je n'avais jamais connu, vivant la moitié de sa vie grâce à la générosité secrète de sa mère. Il y avait des lettres qu'elle lui avait écrites mais jamais envoyées, remplies d'excuses, de nostalgie et de photos de lui enfant, joueur, plein d'espoir, souriant aux inconnus et au parc. Je refermai le dossier avec révérence et me levai, la boîte de velours toujours sous le bras. Debout. Dans le garde-meuble silencieux, entouré de l'héritage de vengeance, de regrets et d'amour de Nora, un profond sentiment de responsabilité m'envahit. Elle m'avait confié chaque parcelle de son existence secrète. À présent, c'était à moi de décider si j'utilisais cette connaissance comme une arme pour traduire Julian et ses complices en justice ou si je l'enfouissais et préservais les quelques bribes de paix qui subsistaient dans ma vie. Je savais qu'il n'y avait qu'une seule solution. Je rassemblai la clé USB, la clé en laiton et l'enveloppe avec l'adresse de Julian. Les a renvoyés dans la boîte en velours. Alors que je verrouillais l'unité et empoche la clé, je murmurai dans l'obscurité. Je ne gaspillerai pas ça, Nora. Je vais terminer ce que vous avez commencé. Je suis retourné dans la nuit froide, résolu et ininterrompu, portant le poids de ses secrets comme une épée forgée en vérité. Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti quelque chose remuer dans ma poitrine. But, une promesse que je tiendrai, peu importe le coût. Je n'ai jamais imaginé que le chagrin me conduirait à un fils que je n'aurais jamais connu. Mais c'était là, un nom répété à travers les déclarations de banque clandestins de Nora. Une bouée de sauvetage qu'elle envoyait depuis des années. Léo Granger. Son existence était un secret qu'elle portait derrière des couches de faux panneaux et de boîtes verrouillées. Un enfant né avant le début de notre vie ensemble. Quand j'ai vu son nom pour la première fois, je pensais que c'était une identité de couverture pour Julian Marks ou un informateur anonyme. Mais un appel à Milo Bent, l'enquêteur privé que j'avais embauché ce matin-là, a confirmé la vérité. Léo était le fils de Nora, maintenant 22 ans, vivant à Boston sous le sien nom. Milo m'a fourni un dossier, l'appartement de Léo, son travail de jour dans un organisme sans but lucratif, ses habitudes de week-end. Les photos qu'il a envoyées ont montré un jeune homme aux yeux de Nora, brun foncé et curieux, alors qu'il marchait dans les rues que je ne l'avais jamais vu traverser dans la vie. Ma main tremblait quand j'ai réalisé que tout ce que Nora faisait. Les transferts de fils mensuels, les messages vocaux cryptés, les lettres sincères qu'elle n'a jamais envoyées, avaient été au service de ce garçon. Elle lui avait donné une vie que je n'avais jamais soupçonnée, le protégeant de la tempête de sa vengeance. J'ai pris l'avion pour Boston cet après-midi, le lecteur USB et la boîte en velours nichée dans mon bagage à main, la clé en laiton dans la poche de mon manteau. Le vol se sentait sans fin, les nuages se précipitant sous moi comme des souvenirs que je ne pouvais pas vraiment comprendre.
Quand j'ai atterri, j'ai pris un taxi à travers la ville et je me suis finalement retrouvé debout devant un modeste bâtiment en briques dans une rue résidentielle calme. Milo m'avait arrangé pour que je rencontre Léo dans le petit foyer de son appartement. Pas de confrontation dramatique, seulement deux hommes liés par une femme décédée des mois plus tôt. Léo a répondu à la porte un sweat à capuche simple et un jean, son expression gardée jusqu'à ce qu'il reconnaisse mon visage. Je lui ai offert un signe de tête raide, puis je me suis présenté. Je suis Graham Weller. Je connaissais ta mère, Nora. Son souffle a pris et pendant un moment il a l'air de claquer la porte. Au lieu de cela, il s'est écarté et m'a fait signe. L'appartement était clairsemé mais propre. Des photos d'un jeune Léo et d'une femme souriante collées au réfrigérateur. Je me demandais comment il avait imaginé ma visite. Un ex-mari en colère, un étranger avec des questions. J'ai tiré un dossier de mon sac et l'ai posé sur la petite table de cuisine. Ce sont de ta mère, dis-je doucement. Elle voulait que tu les avais finalement. Les yeux de Léo se sont émis sur les photos que j'avais placées là-bas. Nora dans sa robe de remise des diplômes, un tout petit aux cheveux noirs jouant dans un bac à sable, une lettre qu'elle avait écrite mais jamais envoyée. Il a pris la lettre et a lu les premières lignes à haute voix. Ma chère Léo, si vous lisez ceci, cela signifie que vous étiez prêt à savoir qui j'étais avant de rencontrer ton père. Sa voix trembla et il ferma le dossier contre sa poitrine. Lorsque j'ai expliqué l'enquête de Nora, la chasse à Julian, les couches de preuves, le danger qu'elle a dû faire face, le visage de Léo s'est endurci. Elle m'a appelé une fois l'année dernière, a-t-il dit. Une messagerie vocale, juste mon nom et un endroit, l'a jeté près de son ancien appartement. J'ai hoché la tête. Elle utilisait des énigmes pour vous protéger. Elle pensait que Julian pourrait retracer ses signaux de téléphone. Léo passa une main dans ses cheveux. J'avais peur. Je pensais qu'elle devenait folle, que son passé me traînerait dans quelque chose que je ne comprenais pas. Il me regarda, les yeux mouillés. Je ne suis jamais allé. Ces mots résonnaient dans mes oreilles. Les craintes de Nora pour moi, ses avertissements à Rachel et Delilah, sa vie secrète dans ce placard, avaient toutes été conçues pour garder son fils et moi en sécurité. Mais en le protégeant, elle m'avait gardé dans le noir. J'ai rencontré son regard et j'ai dit, elle voulait que vous ayez une vie normale. Il se pencha en arrière, étudiant mon visage. Elle t'aimait, dit-il finalement. Mais elle m'aimait plus. La confession pendait entre nous comme une vérité fragile. J'ai atteint la table et j'ai placé une main sur le dossier. Elle essayait de nous sauver tous, ai-je dit. Elle a construit un réseau de mensonges pour que son passé ne détruirait pas le présent. Léo hocha la tête. Je sais, murmura-t-il, mais ça l'a détruite. Sa voix craqua et il inclina la tête. J'ai alors réalisé que l'histoire de Nora n'était pas seulement une vengeance, mais de sacrifice. Le sacrifice d'une mère qui a enterré sa propre histoire pour donner une chance à son fils. Nous avons passé l'heure suivante à parler de ces gentilles. Les vérifications silencieuses cachées parmi les factures. Les cartes d'anniversaire qu'il n'a jamais ouvertes, le bouquet occasionnel de marguerites laissé à sa porte. Léo m'a parlé de sa vie, de son travail avec At-Risk Youth, de ses heures de bénévolat au refuge pour sans-abri. Il a parlé de chagrin avec une maturité au-delà de ses années, comme si la perte de Nora avait arraché l'innocence qu'il n'avait jamais complètement saisie. J'ai partagé les souvenirs que j'avais. Le rire de Nora à la table du petit déjeuner, la façon dont elle a incliné la tête quand elle était profondément dans la pensée, la douceur de sa voix quand elle a appelé mon nom. Alors que le crépuscule s'installe sur Boston, Léo Rose est récupéré un petit vase de marguerite du rebord de la fenêtre. Ce sont pour vous, a-t-il dit en me tendant les fleurs. Elle aimait cela. Je les ai acceptées avec des mains tremblantes. Les pétales étaient délicats, brillants contre les ombres de rassemblement. Ils m'ont rappelé Nora à son plus heureux. Un peu déchargé, laissant le monde entrer dans son cœur soigneusement gardé, nous sommes sortis sur le balcon étroit, les lumières de la ville se scindant en dessous de nous. Date, le jardin hospitalier où elle s'est déroulée le week-end. Ensemble Ochat et il, et nous nous sommes tenus côte à côte. Deux hommes liés par les secrets de la femme qui nous aimait à la fois farouchement et craignait de nous laisser dépourvus. Le vent portait un soupçon de sel du port, et j'ai senti, pour la première fois depuis des mois, un espoir fragile qui remuait en moi. Le chemin que Nora avait suivi était raide et perfide, mais avec son fils à mes côtés, je pensais que nous pouvions y naviguer et honorer son sacrifice en forgeant un avenir sans son fardeau caché. L'air du matin de Boston était net lorsque j'ai quitté l'appartement de Léo,
le péché de la chaussée humide et le sel marin lointain tourbillonnant alors que l'aube brisait sur la rivière Charles. Mon esprit a rejoué notre conversation, le sacrifice de Nora résonnait dans chaque mot. Mais une autre pensée a pulsé sous mon chagrin, l'avertissement que Léo avait chuchoté. Elle m'a dit de ne pas faire confiance à l'homme dans le hall. Le docteur John avait, la renaissance de Julian Marc, hanté à chaque étape de ma quête. Maintenant que je savais où il était, je devais le confronter avant qu'il ne frappe à nouveau. Je me suis envolé pour Washington DC le même après-midi. La ville s'est déroulée sous moi. Le dôme de la capitale, les cerisiers du bassin de marée, la grille des rues que je n'avais vues que sur des photographies. J'ai senti un battement de fureur calme dans ma poitrine. Une détermination perfectionnée par des mois de trahison et de perte. J'ai porté avec moi que le dossier Nora avait rassemblé, les copies de l'unité de stockage, les images USB, les lettres, tout ce dont j'avais besoin pour forcer les marques Julian en plein jour. Alors que je me rendais à l'hôtel où la surveillance de Nora l'avait placé, j'ai senti sa présence comme une ombre rampant derrière moi. Le hall était élégant, des sols en marbre, de l'art moderne, un bar caché dans un coin. J'ai scanné les visages polis autour de moi jusqu'à ce que je le voyais. Il se tenait près d'une fenêtre de tassement de sol, des bras repliés, regardant le trafic en dessous. Sa posture était rigide, son costume adapté aux lignes de son corps. Il avait l'air plus âgé que le Julian dont je me souvenais de photos volées, plus gris des tempes, plus net dans la mâchoire, mais il n'y avait pas de confusion de l'ensemble de ses sourcils, la légère boucle de ses lèvres quand il sentit quelqu'un le regardant. Je me suis approché avec des marches prudentes, serrant mon manteau fermé contre le froid qui n'avait rien à voir avec le temps. Il se retourna alors que je m'approchais, les yeux se rétrécissant, et un instant j'ai vu le vieux Julian scintiller dans son regard. Reconnaissance, peur, mépris. Il a essayé de sourire, mais les bords de sa bouche se tordit à la place. « Monsieur Weller, dit-il, sa voix coupée et lisse. Je t'attendais. » Mon cœur attonna. Comment avait-il su? Les avertissements de Nora lui ont-ils également étendu? J'ai avalé dur. Je pense que tu sais pourquoi je suis ici? Dis-je en gardant ma voix stable. Il a fait un geste vers une paire de fauteuils devant la fenêtre. Je me suis assis et je l'ai regardé, combattant l'envie de bondir, à exiger des réponses que je n'étais pas sûr de vouloir entendre. Il frappa ses mains, me regardant avec un intérêt froid. Nora était persistant, a-t-il commencé. Elle m'a trouvé quand elle pensait que j'étais en sécurité. Je pensais que j'avais laissé cette vie, mais elle ne m'a jamais laissé partir. Il passa un pouce le long du bord de son verre, ambre liquide en train de s'arrêter doucement. Et maintenant, vous êtes venu terminer son travail. Je me suis penché en avant. Elle est morte. Elle a laissé son témoignage pour moi. Votre vrai nom est Julian Marx. Vous avez simulé votre mort. Vous l'avez fraude, l'avez dérangé, détruit sa vie. J'ai tout ici. J'ai tapé le dossier sur la table basse. Les papiers bruissaient alors qu'il tendit la main, traçant une photo de lui à moitié caché sous un porte-vêtements. Vous pensiez que vous pouviez vous cacher? Il gloussa bas et tranchant. Vous pensez que Nora était le seul à regarder? Vous êtes en retard, monsieur Weller. Ta femme m'a eu sous surveillance pendant des années, mais j'ai toujours eu une longueur d'avance. Ses yeux brillaient. Elle a sous-estimé jusqu'où j'irais. Un froid m'a traversé. Vous l'avez menacé, dis-je. Vous avez contacté Rachel. Vous avez essayé d'effrayer mon fils. Que as-tu fait d'autre? Il se dépassa les jambes et se leva, se profile sur moi. J'ai fait ce qu'elle a fait, a-t-il dit. J'ai traqué le fantôme de mon passé. J'ai construit une nouvelle vie. J'ai payé ma cotisation. Je pensais que je pourrais être libre. Il s'arrêta à la fenêtre et regarda le parcours, les épaules raides. Mais Nora voulait récupérer son pouvoir. Elle voulait me voir saigner. Je me tenais aussi, furie me propulsant. Vous l'avez ruiné, dis-je. Vous êtes responsable de sa mort. Nora vous a affronté seule. Elle m'a supplié de ne pas ouvrir ses secrets. Elle savait ce qui se passerait. Il tourna son visage pâle. Elle craignait pour toi. Il chuchota Théil. Elle a tout planifié, y compris sa propre fin. Vous pensez que c'était un anévrisme, ou était-ce du chagrin, ou peut-être autre chose? Mon sang a gelé. Tu dis elle? J'ai commencé le coup de cœur. Il leva une main. Elle est venue vers moi des semaines avant sa mort.
Elle m'a offert un choix. Arrêter ma vie de mensonge où elle exposait chacun de mes secrets. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. J'ai essayé de la parler, mais elle ne céderait pas. Alors, je me suis assuré de ne jamais avoir vu de main. J'ai titubé en arrière comme si j'étais frappé. Tu l'as tué, murmurai-je. Sa mâchoire se serra. C'était un accident, a-t-il dit, mais ses yeux n'ont pas tenu de remords. Un argument animé, un glissement. Sa tête a frappé le bord du bureau. Elle respirait à peine. J'ai paniqué. J'ai appelé à l'aide, organisé la scène et je suis parti. La colère et le chagrin m'ont écrasé. J'ai senti la pièce tourner. Vous avez menti sur l'anévrisme, dis-je au Rarsli. Vous avez assassiné la femme qui vous aimait. Il hocha la tête une fois raideur. J'ai fait ce que je devais, a-t-il dit. Ta femme a forcé ma main. J'ai titubé vers lui, tremblant de rage et d'incrédulité. Il n'a pas bougé. J'ai giflé le dossier sur la table. Je lui ai fait confiance, dis-je, la voix craquant. Elle nous a protégés tous les deux. Il a rencontré mon regard avec quelque chose comme la pitié. Elle était si intelligente, dit-il doucement. Trop intelligente pour son propre bien. Sans réfléchir, j'ai attrapé le téléphone sur la table d'appoint et composé Clive. Ma voix était crue pendant que je parlais. Il est ici. C'est fini. J'ai raccroché et je me suis retourné vers Julian. Votre temps est écoulé. Il haussa un sourcil. Que ferez-vous? Il a demandé. Avant de pouvoir répondre, la porte s'ouvre et Clive se tenait là, les yeux flambants. Derrière lui, des policiers locaux ont emménagé, des fusils tirés. Clive a tenu un dossier de manille. Nous avons tout ce dont vous avez besoin, a-t-il déclaré. Conférence de presse dans 1 heure. Pendant un moment, le sang-froid de Julian s'est craqué. Il recula en arrière, fixant le dossier avec de grands yeux. Puis il se tourna et se dirigea vers la fenêtre, appuyant une paume vers le verre comme s'il essayait de tenir l'horizon à distance. Il baissa la tête une fois et j'ai pensé avoir vu le regret scintillant sur ses traits. Clive s'avança et plaça une main sur mon épaule. Ça va, demanda-t-il tranquillement. J'ai hoché la tête, bien que mes jambes aient menacé de céder. J'ai regardé les détectives menotter Julian, lui lisant ses droits. Son regard a rencontré le mien, froid et distant, et j'ai senti un curieux vide me laver. Alors que les policiers l'ont conduit, j'ai pensé à Nora, seule dans ses derniers instants, combattant un fantôme de sa propre fabrication. Le marbre du hall brillait sous le lustre, indifférent à la violence sculptée dans sa réflexion. Clive m'a guidé vers la sortie où les photographes et les journalistes attendaient déjà dans le couloir à l'extérieur. J'ai pris une profonde inspiration, le dossier dans ma main, et je me suis préparé à entrer dans la lumière. Pour Nora, pour Léo, et pour la vérité, elle a exigé que je découvre, peu importe à quel point elle saignait douloureuse dans mon monde. Le trajet en taxi du décès Pressin à Charleston se sentait surréaliste, comme si je dérivais entre les mondes. L'une des salles d'interrogatoire fluorescentes et des menottes, l'autre des rues en trempe de mémoire menant à une maison qui connaissait mon rire et mon chagrin. Quand j'ai finalement franchi la porte d'entrée de notre ancienne maison, le silence familier m'a salué comme une confession. J'ai transporté la boîte en velours de Nora sous un seul bras et la clé en laiton dans ma poche, son métal froid et certain contre ma cuisse. Cette maison avait à la fois bercé nos rêves et caché ses secrets. Ce soir, j'ouvrirai l'unité de stockage qu'elle avait mise de côté pour le dernier acte de son plan élaboré. Clive m'a rencontré sur le porche, son expression un mélange de soulagement et de fatigue. Il m'a tendu une tasse de café, noir, comme la façon dont Nora l'aimait et hocha la tête vers ma voiture. Prêt, il a demandé. J'ai pris une longue gorgée, laissant l'amertume claire mon esprit. Comme je le serai jamais, répondis-je. Nous avons conduit un silence compagnon dans le quartier calme, des lampadaires jetant des piscines de lumière jaune sur des pelouses bien entretenues. Le quartier des entrepôts était juste à la périphérie où les hangars industriels et les terrains vides s'étendaient fortement avec les vitraux et les facades pastels du centre-ville de Charleston. L'unité 213 nous attendait, ses portes grises et raflées et non marquées, sauf pour le faible contour des chiffres où la peinture s'était usée. J'ai récupéré la clé en laiton de ma poche et je l'ai intégrée dans la serrure. Il y avait une pause, un moment où la clé était trop lourde pour tourner, comme si la serrure elle-même pesait le coup de ce qui se trouvait derrière la porte. Puis il s'ouvrit et nous avons poussé la porte de côté ensemble, le grattage du métal contre le béton.
Une seule ampoule vacillante au-dessus de la tête a révélé le même espace exigu que j'ai entré il y a des semaines, empilé du sol au plafond avec des boîtes en carton, des dossiers de fichiers et des caisses non marquées. J'ai réglé la boîte en velours sur une étagère basse et agenouillée pour étudier le tableau. Chaque boîte n'est d'étiquettes tapées soignées, vérification des antécédents, des sentiers financiers, des passages d'alias, de la criminalistique numérique, des fichiers Léo Granger. Avec des doigts prudents, j'ai abattu une enveloppe de manille allongée en haut d'une caisse. Le label disait « Graham, si vous devez terminer cela ». À l'intérieur se trouvait un dossier bombé sur la nouvelle identité du Dr John H. Julian Marks, y compris des alias qu'il avait utilisés, des associés connus, des comptes offshore retracés aux sociétés de coquilles et des références à une start-up pharmaceutique où il a revendiqué des scruples éthiques, mais a effectivement effectué des recherches illicites. Chaque feuille a été estampillée d'un seul mot à encre rouge, exposé. Ma poitrine se resserra alors que je feuillais les pages. Il y avait des transcriptions judiciaires d'un procès civil fermé que Julian avait déposé contre le PDG d'un concurrent, des photographies de lui rencontrant des hommes inconnus dans les garages du parquet des courriels rodatrices le liant à des sociétés d'obus en Suisse et aux îles Caïmans. C'était un étui à faire, une preuve qui pourrait renverser une forteresse. Nora avait non seulement chassé son ennemi juré. Elle avait fouillé chaque secret qu'il avait jamais essayé d'enterrer. J'avais imaginé la vengeance, mais c'était plus que la vengeance. C'était un calcul. Clive se pencha sur mon épaule et pointait vers une petite liste de contacts étiquetés de classeurs. Il contenait des noms et un nombre de journalistes, des enquêteurs fédéraux et des amis de confiance. Toutes les personnes Nora s'étaient approuvées et se sont préparées à livrer ses conclusions. À l'arrière se trouvait une seule ligne dans son cursif méticuleux. Faites confiance à Clive. Il sait quoi faire. Une bosse s'est rosée dans ma gorge. Nora avait prévu que j'aurais besoin d'aide au-delà de ma propre résolution brisée. Elle avait placé sa foi en Clive comme elle l'avait fait à Delilah et en moi, même si je n'avais pas réussi à le reconnaître. J'ai fermé le classeur et je me suis tourné vers une armoire en acier boulonné au mur éloigné. À sa porte, quelqu'un avait fait défiler une assurance marqueur permanente. Clive a produit un pied de biche et ensemble, nous avons ouvert la porte. À l'intérieur se trouve un troisième lecteur flash niché dans une fente entre deux dossiers épais étiquetés des preuves de sauvegarde et l'autorisation juridique. Le trajet était sans prétention, mais portait le poids d'un dernier recours. Une collection de fichiers chiffrés détaillant tout ce que Nora avait rassemblé, enveloppé dans des couches de sécurité que seuls Clive et moi avons pu démanteler. C'était sa police d'assurance. Si quelque chose m'arrivait, ces fichiers se téléchargeraient automatiquement vers des destinataires désignés à travers le monde. J'ai empoché le lecteur et je me suis levé sur les pieds, l'air dans l'unité de stockage épais de poussière et de destin. La lumière du sous-sol clignote comme si elle s'inclinait à la gravité du moment. J'ai regardé Clive, dont les yeux ont rencontré les miens sans jugement ni question. Elle vous faisait confiance, dis-je doucement. Tout cela elle prévoyait de terminer. Clive hocha la tête, plaçant une main ferme sur mon épaule. Eh bien, faites-le ensemble, a-t-il promis. Nous avons remplacé les fichiers, verrouillé l'armoire en acier et refusé l'enveloppe de manille dans la boîte en velours. C'était lourd avec un but maintenant. Plus un artefact de chagrin, mais un outil de justice. Alors que nous nous tournions pour partir, je me suis arrêté au seuil de l'unité et j'ai regardé les étagères. Ils ont tenu les fils de la vie de Nora, sa vengeance, son amour pour Léo, sa foi en moi. Mon cœur hachd, mais il a également brûlé avec une nouvelle résolution. À l'extérieur, l'air nocturne s'était refroidi à un silence croustillant. Nous sommes retournés à la maison en silence. La boîte en velours et la conduite fixée sous le siège. Dans le siège du passager, l'assurance étiquetée à la clé USB brillait dans la lumière du tableau de bord, une promesse tacite que le travail de NOR vivrait, protégé contre toute menace. De retour à la maison, Clive et moi nous sommes assis à la table de la cuisine, le dossier s'est répandu entre nous comme une carte dans un monde caché. Nous avons décrit notre plan, soumis les preuves aux autorités fédérales à première vue, alerté les journalistes sur la liste de Nora et préparé des mesures de protection pour Léo et moi. La gravité de ce que nous étions sur le point de nous déchaîner s'est installée sur nous, mais il a fait un étrange sentiment de calme. Nora avait conçu ce moment depuis longtemps. Nous n'étions que les dirigeants de sa conception finale. Alors que Dawn s'approchait, j'ai regardé par la fenêtre le premier rougissement du matin sur les toits de Charleston. La ville se réveillerait ignorant la tempête sur le point de se briser, mais la justice comme la mer était inévitable. J'ai chuchoté dans la pièce calme, merci, Nora.
se sentir sa présence dans chaque ombre et chaque arbre de lumière. Puis j'ai fermé la boîte en velours, le cœur stable et préparé à terminer ce qu'elle avait commencé. Je me tenais devant le restaurant pendant 15 minutes. La lueur du signe de néon peignant la façade en briques en rose électrique et bleu. L'air du soir était épais avec le parfum des steaks grillés et du bourbon renversé dérivant des fenêtres ouvertes. Clive était assis de l'autre côté de la rue dans un SUV noir, sa silhouette sombre derrière le verre teinté. En moi, le dossier brûlait largement dans la poche de mon manteau. Chaque page témoigne de l'œuvre de la vie de Nora. Ce soir, je confronterai Rachel Marnal et la formerai à compter avec la femme qu'elle a aidé à trahir. J'ai traversé la porte d'entrée et l'ai repérée immédiatement. Rachel a une table d'angle, agitant avec la serviette sur ses genoux. Je scannais la pièce comme si je m'attendais à une embuscade. Elle avait l'air plus âgée que la collégiale dont je me souvenais. Ses cheveux plus courts, STR avec de l'argent, les lignes autour de ses yeux plus profondes, durcies. J'ai glissé dans le siège en face d'elle et elle se figea pour un rythme cardiaque avant de fermer les yeux et de reprendre lente. Rachel, dis-je doucement, glissant la photo à travers la table. C'était un tir que Nora avait pris il y a des années. Rachel et Nora ensemble dans les jardins botaniques, riant, bras entrelacés. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent en le reconnaissant. « Tu sais ce que c'est ?» J'ai dit, elle a avalé. « Tu ne devrais pas les avoir, répondit-elle, à enseigner la voix. Ses mains tremblaient. « Vous n'avez pas le droit. »« J'ai tout le droit. » J'ai dit vos messages à Nora. Les menaces, les demandes, les cruautés voilées faisaient tous partie d'un match que je termine ce soir. J'ai placé une autre photo sur la table. La dernière lettre de Nora. Son écriture a déchaîné de peur. C'est ce qu'elle m'a caché. Le visage de Rachel s'épale. Elle détourna les yeux, voit un murmure. Elle vous a menti. Elle m'a menti. J'ai corrigé. À propos de toi. À propos de Julien. À propos de moi. Mais elle n'a pas menti sur votre implication. J'ai glissé le dossier vers elle. Record des virements métalliques, des reçus hôteliers, des menaces encodées envoyées par le téléphone du brûleur de Julien. Ses yeux passaient sur les pages, la panique se levant. Elle était dangereuse, a-t-elle dit. Mais ces mots ont sonné creux. Nous avions tous les deux peur. Nous étions tous les deux trompés, dis-je, se penchant en avant. Vous m'avez fantôme à l'université, disparu sans un mot. Nora vous a retrouvé et a demandé des réponses. Vous avez refusé. Elle pensait que tu lui avais volé quelque chose. Votre silence peut-être ou quelque chose de plus sombre. La lèvre de Rachel trembla. Je n'ai rien volé. Ensuite, expliquez pourquoi vous l'avez rencontrée sur King Street l'année dernière et l'a terrifiée jusqu'à ce qu'elle fasse courir. J'ai levé la photo de Nora serrant son sac dans l'allée, les yeux écarquillés. Rachel ferma les yeux, honte. J'ai paniqué, a-t-elle admis. Elle a commencé à m'accuser de trahison que je n'ai pas compris. J'ai essayé de la calmer, mais elle ne s'arrêterait pas. Je suis parti. Elle a laissé pire que les énigmes. J'ai dit. Elle vous a laissé des choix. Avouer ou être exposé. J'ai tapé le dossier. J'ai envoyé une copie par courriel à la presse. Votre fenêtre a fermé la seconde où ils ont imprimé. Les épaules de Rachel s'affaissèrent. Elle regarda la table, voice haut. Nora était obsessionnelle. Elle s'est convaincue que j'étais une menace, mais c'est Julien qui a tout fait. Julien est mort, dis-je tranquillement. Il a pris sa vie. Sa tête se relevait. Il l'a avoué à décès. Clive et moi avons des agents fédéraux en veille. Elle halta, se penchant en arrière. Alors quoi maintenant? Maintenant, dis-je, debout et de glissement du dossier dans mon manteau. Vous décidez si vous voulez m'aider à fermer cela. Je lui ai remis une carte de la liste de contacts, le numéro d'un journaliste d'investigation respecté. Appelez-la demain. Dites-lui tout. Rachel ferma les yeux, passa une main sur son visage, puis acquiesça une fois. Je le ferai, murmura-t-elle. J'ai hoché la tête et je suis sorti dans la nuit, les néons filiant au-dessus. Clive atténua la porte de la voiture en passant. Je me suis glissé à l'intérieur et j'ai expiré, le dossier maintenant un confort froid à mes pieds. À l'extérieur, la silhouette de Rachel se tenait encadrée dans l'embrasure de la porte, ses mains serrées autour de la carte du journaliste. Le jeu était presque terminé, et demain le monde connaîtrait la vérité de Nora.
3 jours plus tard, la nouvelle a éclaté. Le consultant en biotechnologie, le Dr John Havey, a retrouvé mort dans la chambre d'hôtel d'essai. Surdose suspectée. Le titre cligna des yeux sur mon écran alors que je m'asseyais à la table de la cuisine, le même endroit où Nora lisait le papier du matin, les jambes bouclées sous elle, fredonnant tranquillement sur son thé. L'article était clairsemé sur les détails, juste assez pour remuer la spéculation, pas assez pour nommer ce qui s'est réellement passé. Mais je savais que je savais tout. Clive se tenait au comptoir, les bras croisés, me regardant absorber le titre. Ils fermeront le dossier d'ici la fin de la semaine, a-t-il déclaré. Le rapport de toxicologie indique des opioïdes. Aucun signe d'entrée forcée. Pas de note. J'ai regardé la photo qu'ils avaient choisie. L'alias de Julian souriant pour un coup de tête d'entreprise. Ses yeux ne trahissent rien de l'homme qui avait porté trop de masques. Aucune note, j'ai résolu, mais il a laissé sa marque dans le sang et la peur à Nora. Rachel avait disparu après son appel téléphonique avec le journaliste. Pas disparu. Personne ne la cherchait, mais elle était allée sous terre, effaçant tranquillement son sentier numérique. La journaliste a confirmé que son histoire correspondait suffisamment à la nôtre pour soutenir les preuves de Nora. Un exposé complet a été prêt à fonctionner le mois prochain. Jusque-là, le silence était notre allié. Je me suis tenu et je me suis dirigé vers le placard. Le placard, mon pal en met sûr. J'ai ouvert la porte, l'odeur du parfum de Nora persistant toujours comme un fantôme déterminé à rester. Le faux panneau est resté un pot. Je l'ai laissé de cette façon maintenant. Un rappel, un monument, un avertissement. Je me suis agenouillé et j'ai récupéré l'enveloppe finale qu'elle avait écrite dessus et cursive inclinée. Quand c'est fini, ma main tremblait en l'ouvrant. Graham, si vous lisez ceci, la tempête est passée. Ou du moins vous y avez survécu. Je ne savais pas si vous tiendriez votre promesse, mais je savais que vous suivriez votre cœur. Vous l'avez toujours fait. C'est pourquoi je t'aimais. Des larmes ont piqué les yeux. J'ai continué à lire. Vous n'avez jamais été censé faire partie de ma guerre. J'ai essayé de construire une vie avec vous intacte par mon passé. Mais les secrets pourrissent de l'intérieur. Vous méritez la paix. Léo méritait un avenir. Et Julian méritait la justice. Si vous êtes venu jusqu'ici, vous avez fait ce que je ne pouvais pas terminer l'histoire. Elle l'a terminée avec une dernière ligne qui a craqué mon âme en deux. Pardonne-moi de t'avoir laissé le feu. Mais je sais que vous étiez le seul à pouvoir porter le match. J'ai plié la lettre et l'ai pressée jusqu'à ma poitrine. J'ai fermé le cœur brut. Elle avait connu. Elle avait planifié chaque étape, chaque fichier, chaque nom et visage que je devrais affronter. Pas pour détruire personne, mais pour tout libérer. Une semaine plus tard, j'ai vendu la maison. L'agent immobilier a posé des questions sur la mise en scène de la chambre. Je lui ai dit de laisser le placard verrouillé. Certaines portes sont meilleures de cette façon. La mémoire de Nora ne vivait pas dans des murs ou des vêtements pliés. Il vivait dans ce que j'avais choisi de faire face à la vérité. Le dernier jour, j'ai traversé chaque pièce, touchant les espaces où son rire était utilisé pour faire écho, la table à manger où nous avons partagé les crêpes du dimanche, le couloir où elle m'embrassait au revoir avant le travail, et enfin le placard. J'ai fermé le panel pour la dernière fois, non pas comme un acte de déni, mais d'achèvement. Alors que je tournais la clé de la porte d'entrée et que je sors, je murmurais doucement dans l'immobilité. J'ai ouvert le placard, Nora, je t'ai finalement vue. Et pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau.